Évidemment, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est pour parler eh bien, d'un marché que je connais très bien, qui est le marché immobilier de Floride, et pour essayer de vous apporter des éléments complémentaires sur eh bien, comment se comporte le marché actuellement avec tout ce que l'on vit, et puis bien sûr vous donner quelques pistes, vous expliquer aussi ce que moi je propose en Floride. Peut-être que ça peut vous intéresser. Pour vous reparler rapidement de moi, je suis Julien Reynard, je suis le fondateur d'Investir.us. Je suis moi-même investisseur immobilier. J'ai éprouvé de l'investissement immobilier dans plusieurs États américains, Floride, Ohio, Géorgie. Ma résidence principale est en Floride. Je vous parle là depuis la Floride. Je vis sur la côte est à Miami, mais j'ai également investi sur la côte ouest de la Floride à Port Charlotte, dont on va parler bien sûr. En parallèle, pour information, moi je suis venu aux États-Unis avec un visa investisseur E2. Je fais également de l'accompagnement d'entrepreneurs qui souhaitent s'implanter aux États-Unis. Et donc j'ai accompagné aussi pas mal d'investisseurs immobiliers là, au cours des 2 dernières années aux États-Unis. Alors pour commencer et vous donner déjà quelques pistes, j'ai repris quelques grands chiffres pour vous faire comprendre un peu la situation qu'on est en train de vivre en Floride. Pas évident, j'imagine, quand on est en Europe, comme la plupart d'entre vous, vous êtes en Europe. Pas évident de comprendre comment les choses se passent, surtout qu'il y a le travel ban qui est toujours en cours, donc j'imagine qu'il y en a très, très peu d'entre vous ont pu voyager. Ici, on est en train de vivre un petit cataclysme, entre guillemets, puisque l'on voit tout simplement arriver beaucoup de nouveaux résidents en Floride. Et donc, on est en train effectivement d'avoir un exode massif de beaucoup de gens qui viennent de grandes métropoles américaines, principalement californiennes, et nord-est des États-Unis, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, donc Boston, New York, Washington. Et évidemment, ça a des répercussions très importantes sur les marchés immobiliers en Floride. Je vous ai déjà mis un premier chiffre qui est assez significatif. C'est simple, il y a des gens qui arrivent, donc il faut pouvoir fournir assez de logements pour qu'ils puissent se loger. En un an, il y a une augmentation de plus de 30% sur la construction de nouvelles maisons en Floride. Donc voilà, je pense que le chiffre parle de lui-même. Bien sûr, toutes les sources que j'utilise, on vous les fera passer par la suite quand on vous fera un retour après cette présentation. Ça, c'est un chiffre qui est tout simplement issu en fait de Florida Realtor, qui est l'association des agents immobiliers de l'immobilier en Floride. Donc c'est un chiffre voilà, qui est plutôt d'une source sûre. En parallèle, une autre chose importante, on sait que la Floride est un État qui est très connecté avec l'extérieur, notamment l'Europe et l'Amérique latine. Donc tous les marchés sont en train d'augmenter, tous les segments de marché immobilier sont en train d'augmenter, aussi bien sur les classes populaires que sur les biens les plus haut de gamme. Mais sans doute que la hausse de la valeur des biens en Floride qui augmente le plus, c'est sur le segment le plus haut, c'est-à-dire les biens de 1 million et plus. Et là, j'ai pris un chiffre qui est le chiffre de 70%. Alors, ça concerne principalement la région du sud-est de Palm Beach à Miami, la grosse métropole. Mais en gros, historiquement, on avait des acheteurs qui étaient internationaux. 80% des acheteurs étaient internationaux jusqu'en 2019. En un an, ces acheteurs ont été remplacés par les Américains. Je ne sais pas si vous avez vu une étude qui a été sortie par Barnes, qui est la référence française en matière d'immobilier de luxe. Ils ont commandé une étude qui est sortie il y a 10 jours, ou 3 semaines peut-être, qui tout simplement fait état que Miami est aujourd'hui la première destination d'Amérique du Nord pour les grandes fortunes. Et donc a devancé New York, a devancé les grandes villes de Californie. Le classement explique clairement que le Covid en fait a un peu scindé. On est en train de vivre une mutation importante et le Covid a un peu scindé ce qu'ils appellent l'ancien monde avec le nouveau monde. La plupart des villes en haut du classement sur l'immobilier de luxe sont aujourd'hui des villes qui n'étaient pas présentes dans le top 20 il y a un an. Donc il y a vraiment une métamorphose et Miami représente assez bien les choses pour l'Amérique du Nord. Elle est classée 4e maintenant, devant Paris, en matière d'immobilier de luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont beaucoup d'argent font le choix de venir à Miami que plutôt de venir à New York quand ils viennent aux États-Unis. En Europe, c'est Stockholm qui est passé devant aussi, je sais. Donc devant Londres et Paris. Donc voilà, il y a quand même un changement important. Évidemment que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est une bonne illustration quand même. Et généralement,
les segments de marché sont connectés, le marché haut de gamme est connecté. Nous, on fait de l'investissement, donc c'est sûr que le très haut de gamme est moins intéressant, généralement. Un autre chiffre qui est significatif, aujourd'hui, le prix moyen d'une maison à Miami, en Floride, c'est 435 000 $. Donc, on a noté une augmentation qui est assez importante sur l'année, par rapport à l'année dernière, plus de 16%. Donc, c'est quand même assez massif. Voilà, aussi ça montre qu'évidemment, il y a de plus en plus de gens fortunés qui arrivent, donc les prix aujourd'hui explosent. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont acheté un bien à Miami il y a quelques années, peut-être au moment où, juste après le subprime, j'imagine que ça doit vous faire tousser, ou alors vous devez être content parce que si vous avez des maisons, c'est peut-être un moment pour vendre. Malgré tout, je pense que c'est un effet de fond, c'est-à-dire que c'est pas... ça me fait repenser à ça quand je dis c'est le moment de vendre, peut-être pas, parce que je crois qu'en fait on est en train de vivre un phénomène qui était sous-jacent et qui est en train tout simplement de s'inscrire dans la longueur, c'est-à-dire qu'on pensait que Miami avait capacité à arriver au niveau de Los Angeles ou de New York, en tout cas pas très loin, et on pensait que ça allait mettre plus de temps que ça, mais aujourd'hui c'est clairement les choses s'accélèrent et on pense clairement que la Floride, on voit que la Floride est en train d'énormément se développer. On parle de super boom. C'est un article Forbes que j'ai lu 5 minutes avant que j'ai encore lu 5 minutes avant de faire la présentation, qui parle de super boom. La Floride est en train de super boomer. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a vraiment un exode massif et donc tout ça se répercute sur les marchés immobiliers. Un chiffre malgré tout pour contraster un peu tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une période particulière. J'ai pris quand même un chiffre concernant la collecte des loyers. Alors c'est un chiffre US, j'ai pas trouvé un chiffre Floride, mais en gros c'est un chiffre qui est très récent, qui date de janvier. 79% des locataires ont payé leur loyer aux États-Unis en janvier. Donc c'est moins bien que bien sûr ce qu'on connaissait avant le Covid. Décembre avait été encore moins bon, on était à 76%. Alors tout ça c'est à prendre bien sûr avec des pincettes parce que c'est un chiffre macro, ça dépend sur à quel type de locataire on a affaire. Généralement, voilà, il y a des notions qu'on peut facilement maîtriser, d'autres moins, mais très clairement, les enjeux de revenus, puis on est sur des classes de locataires sans doute hautes, moins on doit faire face à ce genre d'impayés. Il faut aussi faire attention aux politiques qui sont menées d'un État à un autre. Là, on parle de la Floride, mais moi, je fais de l'immobilier dans un autre État qui est l'Ohio. Il y a d'autres États également où vous avez un mémorandum sur les évictions. Donc vous ne pouvez pas sortir les gens comme vous voulez. Il y a aussi des États qui ont apporté plus d'aide aux locataires que d'autres. Donc tout ça, c'est à voir. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période particulière et qu'évidemment, la collecte est un petit peu plus compliquée qu'en temps normal. Parce qu'évidemment, le Covid laisse des traces en matière de chômage plus que d'habitude. Derrière ces chiffres, voilà, c'est ce que je vous ai mis. Je voulais vous redonner quelques notions. Alors, je suis désolé, je vais juste faire ça parce que voilà, je me mets en miniature. Autrement, je vais dire des bêtises. Voilà. Concernant donc la Floride, je voulais du coup refaire un petit topo sur la situation coronavirus que l'on vit. Très clairement, pourquoi aussi il y a cet exode de la part de pays d'Amérique, d'autres grandes métropoles et notamment du nord, des États du nord des États-Unis. D'une part parce que malgré tout ce que l'on peut penser, l'impact en termes de nombre de cas en Floride est moins important que dans d'autres États. Quand on regarde les chiffres globaux et surtout dernièrement, j'ai noté hier qu'il y avait eu un peu plus de 4000 nouveaux cas sur le coronavirus. Au-delà de ça, vous avez surtout un État en Floride qui est plus libéral que d'autres États, qui est un État du Sud, et donc vous avez des restrictions qui sont moins importantes que dans d'autres États. C'est clair que la notion de liberté est plus importante ici. Il y a des restrictions qui sont moins importantes. Le port du masque, bien sûr qu'on le porte partout dans les lieux clos, mais dans la rue, c'est pas obligatoire. Alors dans d'autres États, ça l'est encore. Ça dépend aussi des comtés parfois. Globalement, aujourd'hui, l'économie est complètement ouverte en Floride. Donc, très clairement, on vit une vie plutôt normale, bien sûr, en faisant attention. Alors, bien sûr, les centres de dépistage sont aux quatre coins des rues. On peut aller se faire dépister très facilement. Si besoin, il faut quand même faire attention à tout ça et
prendre des pincettes, mais la réalité, c'est que aussi, ça attire des gens qui sont en quête de liberté parce qu'ils ont vécu des confinements beaucoup plus durs, comme à New York par exemple, où ils ont vraiment eu un vrai shutdown, un peu comme c'est le cas, ça a été le cas en Europe, en France par exemple. Et donc, évidemment, ils sont attirés par cette un peu soif de liberté, couplée à ça avec une vague de froid qu'on est en train de vivre en ce moment. Croyez-le ou non, mais c'est sûr que ça a un impact aussi, parce qu'il y a des gens, ça fait maintenant un certain nombre de semaines qui sont dans le froid et dans le froid polaire dans certains États. Donc, ils considèrent clairement à déménager et venir dans un des seuls États où aujourd'hui, il fait à peu près beau. C'est un enjeu important. Donc, voilà un petit peu la situation actuelle. Je vous ai mis une map avec un peu l'impact sur les revenus que le coronavirus a généré. Clairement, la Floride est aujourd'hui un des États les moins touchés, clairement. Il y a eu une petite perte de revenus au global par foyer, mais beaucoup moins importante que dans d'autres États. C'est aussi une économie qui aujourd'hui est très tournée vers les services. Alors bien sûr, on reparlera du tourisme, parce que y a forcément un impact, mais malgré tout, au global, c'est une économie qui est aujourd'hui très diversifiée. Et donc, clairement, la mise en place du home office aussi a fait du bien. Et c'est vrai que l'économie a plutôt bien supporté les choses. J'ai repris d'ailleurs les chiffres du PIB. Alors 2018-2019, chaque année, c'était une augmentation du PIB de 3%. Les résultats qui devraient tomber, qui ne sont pas encore tombés sur 2020, on parle d'une contraction de moins 0,5% en 2020. Le premier trimestre n'a pas été bon, il a été négatif en 2020. Deuxième trimestre a été très 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 mauvais. Et à partir du troisième trimestre, les choses sont reparties en positif. On attend sur 2021 une augmentation du PIB très légère, on sera plutôt flat. Voilà. Donc on va voir tout ça, évidemment, c'est des hypothèses que je vous mets, mais globalement, ça permet d'avoir quelques idées sur la macroéconomie ici en Floride. Une dernière chose, évidemment, que j'ai répété, que je cesse de répéter, aujourd'hui, l'actif immobilier à privilégier, que ce soit en Floride ou ailleurs, mais sans doute encore plus en Floride, c'est la maison individuelle, bien sûr. Contrairement à l'appartement, on voit que les ventes de maisons individuelles augmentent énormément en fonction aussi de l'inventaire qui est disponible. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de construction parce qu'il y a un enjeu d'inventaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logements très clairement en ce moment disponibles, contrairement aux appartements qui sont plutôt en diminution par rapport à l'année d'avant en termes de volume de vente. Donc voilà un petit peu les aspects Floride en matière de chiffres. Et très clairement, c'est très positif au global sur l'ensemble de la Floride. Et surtout, et particulièrement, le sud de la Floride. Alors, quand on pense au sud de la Floride, on pense principalement au sud-est de Palm Beach à Miami. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la côte ouest, en face, et notamment de Port Charlotte, qui est une région que je connais bien, pour y avoir investi et pour avoir accompagné déjà des investisseurs en matière d'investissement sur Port Charlotte. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu la map, hein. En gros, Port Charlotte, vous traversez d'est en ouest la Floride par l'autoroute 75 et vous montez un peu au nord. C'est donc un comté, le Charlotte County, qui est à une demi-heure au nord de Fort Myers et à 45 minutes au sud de Sarasota. On est à peu près à 1h30 au sud de la baie de Tampa et donc la grosse aire urbaine de Tampa. Fort Myers-Cap Coral, c'est une agglomération déjà qui fait 1 million d'habitants. On est à peu près à 3 heures de Miami, à Port Charlotte. Pourquoi est-ce que la côte ouest est intéressante et pourquoi est-ce que je veux vous en parler ? Tout simplement parce que c'est une côte qui historiquement est plus abordable que la côte est de Palm Beach à Miami. C'est une côte qu'on connaît moins en tant que francophone. Alors il y a d'autres Européens qui connaissent très bien, notamment les Allemands. Il y a des communautés belges aussi qui sont bien implantées, notamment sur Cap Coral, et des gens d'Europe du Nord, des Suédois notamment aussi, qui sont sur cette côte-là depuis un certain temps et qui ont investi. C'est une côte qui est plus tranquille que, on va dire, Miami Palm Beach, qui historiquement accueillait vraiment plus de gens du troisième âge, alors retraités ou pré-retraités actifs, mais qui étaient un peu leur base arrière, puisque c'est souvent des gens qu'on appelle les snowbirds qui ont pour certains un gros camping-car, comme vous avez dû voir dans certains reportages à la télé, et qui partent un peu à la conquête des États du Sud pour profiter de leur retraite. Et généralement, cette côte-là est un peu leur base arrière. Alors, ils louent un certain nombre de mois une maison,
ou parfois ils achètent aussi un bien parce qu'ils ont revendu dans les États du Nord leurs biens et donc ils viennent s'installer sous le soleil. Pour reprendre un peu quelques chiffres globaux donc, du Charlotte County, je mets Port Charlotte pour vulgariser un peu, mais c'est le Charlotte County. Et Port Charlotte est la ville principale. Donc le Charlotte County, c'est 200 000 habitants. Port Charlotte, la ville principale, un peu plus de 60 000 habitants. Vous avez un revenu médian par foyer qui est de 48 000 $ annuel, donc supérieur à la moyenne de Floride. Vous avez une économie qui tourne en grande majorité autour du tourisme. Voilà. Alors évidemment, dans une période particulière, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a des aspects qui sont en train de changer, mais globalement, on reste toujours quand même sur une économie qui est très touristique. Il y a un petit peu de pêche en parallèle. Principalement, le Charlotte County est vraiment plébiscité par les familles qui ont la possibilité de travailler un job à proximité parce qu'il y a un système éducatif public qui est vraiment de bonne qualité. Pour vous donner un exemple, le lycée principal sur Port Charlotte s'appelle Lemon Bay High School. Il a été complètement refait il y a un peu moins de 10 ans avec un investissement global de près de 21 millions de $. Le lycée, vous avez des piscines olympiques, vous avez même des simulateurs de vol pour les lycéens. Enfin, c'est vraiment un très bel outil et dans un cadre de vie en plus qui est quand même très agréable. Vous êtes sur une côte qui est très authentique, naturelle, où vous avez encore beaucoup de choses à faire. Enfin, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire au naturel, des balades, du vélo pour ceux qui aiment la nature, ou de la pêche et du golf pour beaucoup d'Américains qui viennent s'installer, mais aussi en matière de marché immobilier, il y a beaucoup de choses qui sont à faire et qui sont d'ailleurs en cours. Alors, je vais vous donner un autre chiffre aussi pour vous compreniez. Le petit aéroport local de Punta Gorda est devenu international fin 2020. Il dessert maintenant plusieurs destinations depuis le Canada. Globalement, c'est un aéroport en 2009 où il y avait 150 000 passagers qui transitaient. En 2020, on est à peu près à 1 800 000 passagers qui transitent. Donc la seule et unique compagnie qui transite à Punta Gorda, c'est Allegiant Airlines. Cette compagnie, parce qu'ils voient qu'il y a un afflux de touristes qui est très important, c'est eux qui les transportent principalement, ont décidé de bâtir un énorme complexe hôtelier qui s'appelle le Sunseeker Resort. C'est un projet à près de 1 milliard de $. Alors au-delà de Port Charlotte, ça va avoir un impact sur l'ensemble du sud-ouest de la Floride, avec une des plus grandes piscines du sud des États-Unis. Vous allez avoir près de 2000 unités, des hôtels, des appartements, tout un tas de choses. Donc c'est en construction. Bien sûr, la livraison a été malheureusement un peu décalée avec la pandémie, mais ça devrait être livré d'ici fin 2022, d'après les dernières informations que j'ai pu voir. En tout cas, ça montre l'attrait qu'il y a pour le comté de Port Charlotte. Alors celui-là, c'est vraiment un projet extraordinaire. En parallèle, il y a d'autres projets qui sont en train d'émerger, comme Lost Lagoon, qui est un projet de parc d'attractions aquatiques. C'est plus global que ça parce qu'il y aura pas mal d'habitations, de maisons individuelles autour du parc. C'est un gros développement qui est en cours. Je vous ai mis ces deux gros projets pour vous montrer qu'il y a quand même des gros projets en cours, même si on est sur une zone qui aujourd'hui est périurbaine et qui, c'est vrai, n'intéresse pas beaucoup les gros promoteurs parce que ça reste un petit marché, mais qui est très intéressant. Je reviens sur du coup 4 chiffres sur le marché local sur Port Charlotte pour que vous compreniez un petit peu. Déjà, la vacance locative, il faut comprendre que sur ce marché, il n'y a presque pas d'inventaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à acheter, pas grand-chose à louer non plus. Du coup, ce qui fait que évidemment la vacance locative est très faible. On a moins de 5% de vacances locatives, c'est-à-dire que globalement il y a sans doute plus de locataires que de biens dispo. La vacance doit à peu près correspondre au fait qu'il y a des gens qui déménagent et juste au temps qu'il faut pour retrouver un locataire et le mettre et qu'il emménage. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu sur la demande locative puisque c'est un marché qui est grandissant. Vous avez toujours la particularité, c'est que c'est une des dernières côtes à construire, donc vous avez quand même un marché qui aujourd'hui est très abordable. Le prix moyen d'un bien à Port Charlotte est autour de 200 000 $. Alors évidemment, c'est maisons individuelles et appartements, mais globalement, ça reste encore un marché très abordable. Vous avez, malgré tout, le fait que ce soit encore très abordable, un marché qui est en perpétuelle augmentation. Depuis 10 ans, environ 10% par an minimum d'augmentation sur le marché, et on pense que cette année ça va être encore plus soutenu que ça, notamment parce que Joe Biden a annoncé plusieurs aides
pour les ménages, notamment des aides aussi pour les primo-accédants avec un crédit de taxe de 15 000 $. Donc ça va vraiment renforcer sans doute des gens à passer le pas de la propriété. Voilà, mais très clairement, il y a un vrai déficit d'inventaire et je pense que avant que ça se résorbe, il va falloir un certain temps, voire des années, voire je pense que la demande sera toujours aussi importante parce que clairement, il y a beaucoup de gens qui affluent. Alors historiquement, c'était des gens, comme je vous le disais, pré-retraités et retraités qui venaient plutôt des États du Nord, c'est-à-dire de l'Indiana, de l'Ohio, du Michigan, de l'Illinois, de tous ces États-là, et qui venaient tout simplement s'acheter une maison pour leur retraite, comme je vous l'ai dit, ou louer un bien. La nouveauté, et ce que j'ai constaté, c'est que depuis on va dire depuis le début du Covid, on a aujourd'hui de nouvelles arrivées et des arrivées dont on n'avait pas l'habitude à Port-Charlotte, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des poussettes, des familles dans les rues de Port-Charlotte beaucoup plus massivement que ce que c'était le cas auparavant. Et tout simplement parce que y a cet enjeu en fait du home office qui est en train de complètement redistribuer les cartes, et ça fait écho à ce que je vous ai dit au début sur le fait que on est en train de vivre un super boom en Floride. C'est que bien sûr les entreprises aussi, qu'elles soient basées à New York ou en Californie, aujourd'hui ont compris que leurs salariés pouvaient travailler à distance. C'était déjà le cas aux États-Unis, c'était quelque chose qui était quand même assez déployé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est encore amplifié avec le Covid et qui a été mis en place très rapidement. Et bien sûr que les entreprises aussi trouvent un avantage parce que généralement elles réduisent leur bureau, c'est des charges en moins, et le salarié est très content aussi parce que lui il a la possibilité de s'installer à peu près où il veut et surtout sur des zones qui sont beaucoup moins importantes évidemment. Donc ça c'est quelque chose de concret qui est visible et que l'on voit et qui est vraiment en train de changer la face de la Floride et de ce marché aussi très clairement, puisque vous avez pas mal de gens qui sont en train d'arriver en ce moment. En tout cas, les choses se renforcent. Aujourd'hui, le marché se développe autour de la construction de maisons nouvelles, de maisons neuves. Donc moi, ça va faire 3 ans maintenant que je suis sur Port-Charlotte et qu'on a accompagné plusieurs dizaines d'investisseurs sur de la construction et de l'acquisition de biens localement, à la fois sur de la maison individuelle et sur des duplex. Donc les duplex, ce sont des maisons jumelées côte à côte. Là, aujourd'hui, on va vous parler de maisons individuelles et de maisons individuelles haut de gamme, puisqu'on a monté un produit autour de la construction de villas haut de gamme à Port-Charlotte, sur des terrains qui ont en fait un accès à la baie, au canal, et où on a la possibilité de tout simplement stationner un bateau au bout du jardin. Donc je vous ai mis un peu une ébauche de photos. Alors extérieur, intérieur, je pourrais bien sûr vous donner plus d'éléments photos là-dessus. On a déjà construit ce type de modèle de maison. On a 2 types de modèles de maison à Port-Charlotte. Un modèle 3 chambres de salle de bain, qui est le modèle standard on va dire, et un modèle plus premium qui est le modèle 4 chambres 3 salles de bain avec une piscine chauffée, un jacuzzi, un triple garage. Donc c'est ce modèle là qu'on utilise pour faire ce type de construction, donc sur des terrains qui ont plus de valeur, qui sont aussi beaucoup plus rares. C'est tout simplement des biens qui vont être destinés à être revendus à une clientèle locale d'Américains qui font partie de la classe supérieure. Ça peut très bien être des gens qui sont actifs et donc qui s'installent à Port-Charlotte pour développer une activité, pour travailler à proximité sur l'aire urbaine de Fort Myers, ou ça peut être des gens qui vont venir à la retraite et qui ont une fortune personnelle et qui veulent s'acheter tout simplement une maison qui sort un peu de l'ordinaire. Vous avez entendu qu'il y avait un enjeu d'inventaire localement. Il faut comprendre que du coup, évidemment, quand on veut de la construction nouvelle aux États-Unis, c'est pas si évident que ça. Déjà, pour se faire financer une construction en tant que particulier, une construction nouvelle, c'est très rare, voire quasiment impossible, puisqu'il faut avoir l'opportunité d'obtenir un prêt constructeur. Généralement, ce sont uniquement les constructeurs licenciés, qu'on appelle des builders, qui obtiennent ça. Et c'est pour ça que le marché est c'est assez difficile de rentrer sur ce marché de la construction, de se faire construire sa maison soi-même. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que ce sont les constructeurs qui financent la construction, et à la fin de la construction, l'acquéreur final, tout simplement, devient met un emprunt immobilier dessus et donc acquiert le bien final. Mais évidemment que l'intérêt, c'est que entre le moment où on commence à construire et le moment où on livre le bien, il y a une prise de valeur importante qui se fait. Dites-moi si c'est pas clair ce que je raconte. J'essaie d'être le plus clair possible pour faire comprendre les choses. Globalement, une construction de ce type à Port-Charlotte va mettre 9 à 12 mois
Il y a déjà une première période qui est de 3 mois environ pour tout simplement les enjeux administratifs et les enjeux de terrassement de terrain. Voilà, les enjeux administratifs, c'est notamment déposer les plans et les permis. Il y a 21 départements à Port-Charlotte qui doivent signer tous les plans. C'est aussi bien les pompiers que les écoles, que les policiers. Voilà, tout le monde doit mettre son nez dedans et donc approuver les plans. Et puis après, vous pouvez construire, et donc il y a différentes étapes et tout un tas d'inspections, bien sûr, tout au long du process. Ce que je voulais vous dire, pardon, et ce sur quoi je ne suis pas revenu, c'est que la plupart des gens à Port-Charlotte deviennent l'acquéreur final avant même que la construction soit finie. Évidemment, il y a un déficit d'inventaire, donc ils n'ont pas d'autres... voilà, pour bloquer la construction, il faut qu'ils se mettent sous contrat avant, qu'ils fassent un dépôt sur un compte séquestre avant que la construction soit finie. C'est un point important, tout simplement parce que je vais vous expliquer maintenant un peu le modèle de ce que l'on a mis en place. En fait, nous, on a donc créé une foncière qui est en fait une foncière, on va dire, un peu plus personnelle, qui fonctionne comme un emprunt obligataire, c'est-à-dire qu'on a un contrat avec chaque investisseur qui va tout simplement investir de l'argent qui va correspondre à un bien particulier. Pour chaque maison de ce type, il faut 100 000 $, tout simplement parce que donc ce sont des maisons qui vont être vendues entre 500 000 et 700 000 $. On a besoin de 5 000 $ d'apport, tout simplement parce que vous avez la banque qui vous finance tout, mis à part l'acquisition du terrain et la viabilisation du terrain. Donc les accès à l'eau, accès aux égouts, le terrassement, tout ça ne peut pas être financé par la banque. Alors évidemment, on travaille sur nos fonds propres et on a pas mal de constructions en blanc qu'on lance. Maintenant, on ouvre la possibilité avec ce type de partenariat à des investisseurs de prendre part aussi à de la construction, et on utilise les fonds donc uniquement pour amorcer la construction, acheter le terrain, financer la viabilisation du terrain, et puis après bien sûr on obtient un emprunt constructeur pour la suite du chantier. Globalement, en fait, le modèle est assez simple, il est complètement garanti. C'est un modèle en fait où tout est organisé par le contrat, où vous avez en fait un revenu net minimum garanti en fonction des contrats qui est de 8 à 10%, avec 2 scénarios possibles où vous avez des bonus supplémentaires. Donc les 2 scénarios vont être les suivants. Donc là, j'ai mis en exemple un contrat à 10% net garanti. Donc globalement, vous avez la possibilité, donc si on est sur 10% net et que vous investissiez, on va dire 100 000 $, qui correspond tout simplement à la construction d'une maison, en tout cas à la prise de participation dans la construction d'une maison. Donc la garantie en 12 mois d'avoir un retour de 10 000 $ qui vous est payé tout de suite, upfront, d'accord ? C'est-à-dire que dès qu'il y a dépôt qui est fait, il y a 12 000 $ qui sont renvoyés et le remboursement du capital final est fait au moment où on a un contrat qui est signé avec l'acquéreur final. Cette information est importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin de la construction. On va faire poser à l'acquéreur final le même montant qui a été posé pour l'acquisition du terrain, plus le bonus, puisqu'il y a un bonus si on fait un remboursement anticipé sur ce type de construction qu'on a prévu dans le contrat, qui est donc de 5%. Donc si on parle d'un contrat à 5 000 $, c'est-à-dire 5 000 $ en plus. Bien sûr que le remboursement anticipé peut aussi faire exploser la rentabilité potentielle de ce type de projet. Un contrat de base, c'est 12 mois. Si on a un remboursement anticipé, le contrat peut être clos à 6 mois. Et donc, évidemment, vous ne générez pas 10 000 $ par an, mais vous pouvez générer 15 000 $ en 6 mois. C'est une possibilité aussi. Et derrière, repartir sur un contrat du même type. Le deuxième scénario, en fait, qui est prévu au-delà du scénario, on va dire, standard de 12 mois, c'est un scénario si on a du retard sur la livraison du bâtiment, alors la construction ou la commercialisation. Les 2 enjeux principaux qu'on a sur de la construction en fait en Floride, moi je suis complètement transparent. Le premier, c'est évidemment l'enjeu climatique. S'il y a une période de pluie, sans parler d'ouragan, mais s'il y a une période de pluie et qu'on n'a pas encore le mur et le toit, évidemment ça peut être contraignant pour tout simplement faire les fondations par exemple. Le deuxième enjeu, c'est l'administration. On a tout au long de la construction tout un tas d'inspections et donc parfois l'administration peut avoir un peu plus de délai. On a vécu une situation qui était plus compliquée l'année dernière au moment du Covid où il y a eu un shutdown pendant 1 mois. Bon, malgré tout, ça a été court en Floride et je ne crois pas du tout qu'on va revivre cette situation-là. Donc le délai moyen pour ce type de construction, pour ce type de maison de 4 chambres, 3 salles de bain, c'est 9 à 12 mois. Voilà. Si jamais il y a un retard et qu'on va au-delà de 12 mois et qu'en fait la transaction se close en 15 mois, c'est-à-dire
on livre avec plus de temps, on trouve un acheteur, non pas en 12 mois, mais en 15 mois, et bien en année 2, on prévoit un retour net sur capitaux de 15%. Donc c'est un bonus important aussi qui va bien sûr doper le rendement du contrat. Donc vous avez compris, là-dedans, il n'y a pas du tout d'intérêt de propriété, c'est simplement participer à un projet et participer à une activité, en fait, à un projet de constructeur, de marchand de biens. C'est ça l'opportunité. Du coup, la rentabilité aussi peut être plus importante, donc en fonction des 3 scénarios. Le scénario le moins bon, c'est le contrat standard, qui va évidemment être de 8 ou 10%. Si on a des difficultés et qu'on livre plus longtemps, ça va vous donner une augmentation du rendement, même si c'est sur une période plus longue, par exemple de 18 mois. Là, vous êtes plutôt sur un rendement autour de plus de 11% net. Si vous êtes sur une période anticipée, si on fait un remboursement anticipé parce qu'on a trouvé un acquéreur plus tôt, eh bien, vous savez évidemment que là, les rentabilités peuvent littéralement exploser parce que vous aurez le bonus de prépaiement plus le fait qu'on vous rembourse le capital de manière anticipée. Voilà. L'intérêt de ce contrat, c'est que tout est organisé. Bien sûr, il y a des garanties sur le contrat. Alors, les garanties sont diverses, mais tous les actes vous sont transmis. Donc, tous les documents légaux qu'il y a entre nous sont transmis au notaire également. Et donc, le notaire, c'est exactement si on fait défaut, que vous allez venir le voir, puisque vous pourrez saisir les garanties qui sont liées à ce contrat et qui sont tout simplement le terrain et la construction en cours. Voilà, sur lesquels vous aurez droit tout simplement de prendre la propriété. Alors évidemment, on ne se souhaite pas ça et je ne crois pas du tout qu'on aille vers cette direction, mais c'est bien de l'anticiper. Évidemment, je vais juste vous remettre 3 avantages et je reviendrai derrière parce que je pense qu'il y a peut-être des questions. J'ai essayé de survoler les choses tout en étant synthétique, d'expliquer correctement, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à expliquer. Donc derrière, je pense qu'il y aura des questions et je vais revenir là-dessus pour vous expliquer un peu mieux les choses. Donc globalement, les 3 avantages à prendre part à ce type de projet, c'est que déjà, bien sûr, c'est un rendement qui est quand même assez incroyable. Alors même le rendement minimum est déjà très bon et il peut évidemment exploser si on a ne serait-ce qu'un remboursement anticipé. Surtout qu'on est sur un marché qui est très stable, vous l'avez compris, on parle de la Floride depuis tout à l'heure, qui est en perpétuelle augmentation, qu'on est en plus sur des biens qui sont très rares parce qu'on target une zone très précise qui s'appelle South Gulf Coast, qui est vraiment une zone très spécifique de Port Charlotte, qui est une des rares zones où il y a un accès canal, où vous avez accès à la baie. Pour tout vous dire, il y a actuellement une quinzaine de terrains disponibles, on en a 5 en portefeuille. L'intérêt aussi de vous faire rentrer sur ce type d'opération, c'est que nous, on peut prévoir le coup d'après et prendre de l'avance pour acquérir des terrains derrière. Et pour pouvoir faire ce type de construction une multitude de fois. C'est toujours le même type de construction, je pourrais revenir en photo là-dessus, j'ai pas mal de photos sur ce type de biens qu'on a déjà livrés sur d'autres terrains qui n'étaient pas sur le canal, mais qui sont des maisons qui ont déjà été livrées entre 450 et 500 000 $ sur des terrains classiques. Là, on va être plutôt sur une livraison entre 500 et 700 000 $ sur ce type de bien-là. Bien sûr que ce type de projet aussi, c'est que vous évacuez tout simplement toutes les contraintes qui sont liées à la propriété. Il n'y a pas de surprise sur ce type de contrat, tout est organisé dès le départ, chacun a son rôle. Vous avez un rôle qui est uniquement passif, qui est simplement d'apporter de l'argent pour participer à ce projet et en contrepartie, vous avez un retour sur investissement. Alors le retour initial vous est donné tout de suite après le dépôt et puis les bonus sont donnés au moment du remboursement du capital. Tout ça est prévu dans le contrat qu'on appelle un loan contract. En parallèle, on vous donne une reconnaissance de dette qu'on appelle une promissory note qui vous permet tout simplement d'avoir cette reconnaissance de dette et de pouvoir aller voir une cour de justice si besoin, s'il y a un problème en cas de défaut ou tout simplement la title company qui organise toute la transaction. Bien sûr que pour revenir sur tout l'aspect propriété, vous n'avez aucune surprise, pas de frais de maintenance, pas de risque de loyer impayé, pas d'éviction ou d'augmentation des taxes foncières, tout ça vous l'évacuez complètement. Voilà. Le modèle est agile, donc c'est clair qu'il est aussi possible. Bien sûr, c'est pas un modèle on peut faire une seule fois, donc tous les 12 mois, vous pouvez sortir du contrat, c'est un contrat de 12 mois, ou s'il y a un remboursement anticipé, c'est un contrat de 6 mois ou de 9 mois. Mais après, si vous voulez repartir, on peut réutiliser toujours le même cash pour générer une rente de manière perpétuelle, évidemment, en repartant sur ce même type de contrat. Aujourd'hui, on propose ce type de bien parce qu'on a identifié un besoin spécifique sur ce type de bien et parce qu'on sait qu'on va pouvoir tout simplement avoir des délais qu'on a définis dans le contrat. Demain, ça pourrait être un autre type de bien, mais toujours avec la même mécanique. Voilà, et avec des rendements qui pourront être assez similaires et qui pourraient être tout aussi intéressants.